c'est important de le souligner, et de créer les conditions de cet espace dit multifonctionnel, de créer les conditions de son attractivité en relation avec les attentes fortes de nos concitoyens. Donc, je le disais, plus de respiration, de qualité de vie au cœur de notre belle métropole. Je voudrais saluer mes collègues, donc Stanislas Danguievel, la ville de Lille, et le maire de Lambersart, Nicolas Bouche, pour leur présence ce matin, et m'excuser de ne pas être présent encore une fois parmi vous, mais le samedi matin, je suis en permanence en mairie, et les maires présents dans cette salle savent que les attentes des citoyens sont nombreuses et variées dans nos communes. Voilà, je vous souhaite, je suis pas plus long, hein, j'obéis effectivement à ce qui a été évoqué en début de réunion. Hein, je serai court, mais en tout cas très investi dans ce beau projet. Je vous souhaite à toutes et à tous de très beaux ateliers. Merci. Merci à vous. Merci, Monsieur le Vice-président. Monsieur Tanguy-Vel. Oui, bonjour aussi à tous et à toutes. Merci Jean-François Legrand, hein, qui, au nom de la métropole européenne de Lille, hein, nous accompagne dans ce projet. Je salue bien sûr Nicolas Bouche, hein, le maire de Lambersart. Je salue aussi les élus lillois qui sont parmi nous, hein, Catherine Morel-Sampol, qui est présidente du quartier de Saint-Maurice-Pelvoisin, Christelle Libert, hein, qui est conseillère municipale déléguée aux jardins familiaux et partagés. Il y en a dans le périmètre, hein, et aussi au bien-être animal. Il y a peut-être d'autres élus, d'autres communes qui sont là. Voilà. Alors peut-être un petit sondage qui est de Saint-André. Voilà, bienvenue au centre à Lille, mais à la métropole, hein, vous êtes chez vous, qui est de la Madeleine. Voilà. Peut-être en visio. Hein, voilà, mais peut-être en visio également. Donc bienvenue aux Madeleinois, qui est de Lambersart. Voilà, là aussi. Donc, bienvenue aux habitants de Lambersart, et voilà, qui est de Lille. Voilà. Et qui est de ni Lille, ni de Saint-André, ni de la Madeleine, ni de Lambersart. C'est possible. On est dans le cadre d'un projet métropolitain. Voilà. Et donc, je pense que tout le monde s'intéresse, hein, effectivement à ce périmètre, hein, et à ce grand projet de rallye à la Deule. Hein. Donc, vous voyez à l'écran, hein, l'échelle, hein, de ce périmètre à travers des nombreux ateliers de concertation, hein, qui se sont déroulés ces dernières semaines. Vous avez pu contribuer aux différentes thématiques. On va vous présenter cela. Moi, le seul message extrêmement court que je voulais vous dire, parce que je pense que tout le monde est d'abord venu, hein, aujourd'hui pour écouter les résultats de cette concertation, c'est que nous avons véritablement une ambition de transformer, hein, ce territoire, de le rendre beaucoup plus aimable, de le rendre au service du bien-être des habitants, de permettre l'accueil aussi en son sein d'une nouvelle infrastructure majeure, hein, qui sera l'arrivée du futur tramway qui est prévu dans le schéma directeur des infrastructures de transport, et d'organiser la ville, hein, autour des transports, mais aussi, et ce qui est majeur dans ce projet, de connecter l'ensemble des espaces de nature pour pouvoir aller de Rallye à la Deule. C'est l'intitulé de ce beau projet. Et j'en dis pas plus, hein, parce que c'est vous qui avez travaillé, hein, lors de cette concertation préalable. C'est une seconde étape. Hein. Il y avait eu cette première étape de diagnostic, hein, dans un premier temps, et qui va permettre d'en tirer le bilan, de commencer à dessiner des orientations plus précises. Mais tout cela, c'est Fabienne Duet, la directrice générale de la SPL de Rallye, qui va vous expliquer la démarche. Voilà, merci à tous et puis bonne séance. Hein, je reste avec vous, bien sûr. Alors, je vais m'appliquer la même consigne, hein, d'être très court. Cela étant, vous avez vu, il y a beaucoup de gens en visio. Le temps de restitution, autant dans les ateliers, c'était du présentiel, autant dans la restitution, on a ouvert à tout le monde, puisque chacun a pu rater un atelier et voir les autres. Et donc, comme je ne sais pas si tous les gens en visio ont la même connaissance du travail, enfin de ce projet, je vais en dire 2-3 mots. C'est toujours 200 hectares, ça n'a pas augmenté ni rétréci, réparti sur toujours 4 villes. Il y a 100 hectares de vestiges, l'ancienne ceinture fortifiée, c'est les remparts, hein, qu'on voit ici. Il y a 65 hectares d'espace végétalisé, dont un tiers non accessible. On a l'impression d'avoir un très grand territoire vert avec un continuum vert,
Mais en réalité, chacun le sait, hein, il y a des problèmes de topo qui fait qu'on a beaucoup de délaissés. Ce que j'appellerais une autoroute, c'est pas une autoroute, mais enfin c'est une voie qui a une caractéristique autoritaire. 60 hectares occupés par des infrastructures. Donc un tiers aujourd'hui, c'est bitumisé et dévolu à la voiture et avec un quartier d'affaires. Ça démarre au quartier d'affaires et c'est important de le dire. Ce projet, il a comme ambition, on le verra. Vas-y, next. Il porte 3 ambitions. Développer un projet paysager, bien évidemment, avec des continuités écologiques, mettre en place une nouvelle offre de mobilité et accompagner le développement et la régénération urbaine. L'idée, c'est que la nature, à partir de ce projet, chacune des villes puisse ouvrir des portes, on va dire comme ça, et à partir des portes, tirer ces continuums paysagers et écologiques jusqu'au cœur de leur ville. Et donc aussi sur ce quartier, alors on a du vert là dans le biotope, mais sur le quartier d'Avers qui n'est pas extraordinairement vert aujourd'hui dans sa composition. Il est bordé de grands parcs, mais pas à l'intérieur. Vas-y. Alors, c'est bon. Ça tourne. Voilà. Alors, je le rappelle, hein, on a, en avril 2022, on a sélectionné 3 équipes. L'équipe, on a fait une première phase de concertation avec des balades, des immersions, etc. On a choisi cet été, on a les élus à l'unanimité des 4 communes et de la MEP ont retenu l'équipe Terre et je salue la présence d'Olivier Philippe qui est là, à qui je vais donner très vite la parole. Aujourd'hui, nous avons donc lancé une concertation réglementaire. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de restitution du travail des ateliers. Vous avez tous travaillé en atelier, on fait une restitution. Quand on aura fait cette synthèse, on prendra toutes les participations en ligne et participations sur les registres des communes qui étaient ouverts et on tirera un bilan de la concertation. Nous allons donc transmettre déjà, on le fait en 2 temps pour pouvoir transmettre en flux continu à Terre les consignes qui émanent un peu de ce que vous avez dit en atelier pour qu'il puisse travailler à son plan guide qu'on aura à l'été. Et donc, voilà, entre fin juin, etc., normalement, nous devrions avoir un plan guide sur l'ensemble de ce secteur. Et nous aurons un temps de publication de la concertation réglementaire, sans doute à l'été aussi. Je rappelle pour ceux qui auraient raté un épisode que toutes nos présentations de chacun des ateliers sont en ligne sur la plateforme de la MEL, que ce temps aussi de restitution sera sur la plateforme et que si vous avez oublié de dire quelque chose, vous pouvez toujours encore écrire sur la plateforme. Les acteurs du projet, donc vous les connaissez, il y a bien évidemment la MEL et les 4 villes qui sont prescripteurs, hein, voilà, qui décident. C'est la Madeleine, Saint-André, Lambersart et Lille, bien évidemment. La SPL et Oralie, nous avons un mandat d'étude sur ce grand projet et puis travailler ensuite à la préparation de la suite opérationnelle de ce grand projet. L'équipe de maîtrise d'œuvre, donc, sont une très grosse équipe multidisciplinaire, mais pluridisciplinaire, mais le mandataire, c'est clair, avec Olivier Philippe qui est parmi nous. Et pour la concertation, c'est animé par POA, donc une équipe de choc que vous avez vue dans les ateliers. Donc Marguerite, Anna, Elsa, c'est ça? Lisa, je vais presque. Dans les ateliers, à la fois on faisait un petit mot d'introduction, mais on ne participait pas, puisqu'on voulait au maximum que la parole soit libre. Et donc ils ont en charge de restituer tout ce que vous avez mis sur les post-it de ce que vous avez fait en table ronde. J'en arrête là. Je passe la parole à Olivier Philippe qui est en train de se goinfrer de chouquettes, qui va vous rappeler très rapidement les items sur lesquels on a travaillé et ensuite pouvoir prendre la parole. Alors très rapidement, donc il s'agit bien de 200 hectares. L'idée c'est de mettre en place une grande infrastructure écologique et sociale. Sociale parce qu'effectivement la question pour tous les vivants, donc les vivants que nous sommes et les autres vivants. Sociale parce qu'effectivement la question des usages dans leur multiplicité entre tous les voisins que sont les voisins des différentes communes de bord à bord et les voisins, nos voisins autres vivants. Donc les usages sont au centre de ce dispositif.
en complémentarité avec ce qui existe dans l'épaisseur des différentes villes. Écologique, parce que ce grand ensemble, finalement, est d'abord un régulateur climatique sur l'ensemble, qui aura une valeur à l'échelle de cette partie centrale de la métropole, avec l'idée qu'on va planter notamment plus de 20 000 arbres, donc c'est assez conséquent, et donc qui est aussi une réponse au changement climatique, à l'adaptation au changement climatique. Et écologique toujours, parce qu'effectivement, c'est une grande place, une grande attention à l'ensemble des vivants. Donc, on a étudié comment vivaient finalement toutes les espèces qui étaient susceptibles de vivre ici et quel type d'espace leur donner. Voilà. Donc, c'est aussi bien évidemment une redéfinition de la mobilité, moins de voitures, du tram et beaucoup de vélos. C'est-à-dire, notamment, l'autre dispositif, c'est 3 rubans, finalement. 3 rubans, l'un qui est le ruban de fortification qui longe l'île. C'est bon, on continue à parler. L'autre qui est le ruban de bocage qui longe la Madeleine, et le ruban de la Deule qui s'adresse plus à Lambersart et à Saint-André. Et donc ces rubans se complètent d'un 4e ruban qui est celui du tram et celui d'une piste express vélo sans obstacle, qui va finalement articuler l'ensemble des dispositifs cyclables qui existent ou qui préexistent sur l'ensemble finalement de cette partie de la métropole. Voilà, donc suivant, donc tout ça s'articule autour de 5 thèmes. Respirer, je parlais de régulateur climatique, c'est aussi la qualité de l'air, c'est aussi donc effectivement le confort climatique, c'est aussi la biodiversité, etc. Se nourrir, parce que cette dimension déjà présente avec la ferme des Ondaines et avec la future ferme de la Madeleine, finalement est au cœur aussi du dispositif. Il ne s'agit pas de produire beaucoup, mais plutôt au secteur de la pédagogie. Se mouvoir, je viens d'évoquer, c'est une autre façon de se déplacer, même s'il restera encore de la voiture. S'épanouir, parce que tout ça, c'est beaucoup d'usages. Et donc, il faut considérer quel type d'usage il va y avoir, quel type de programmation permanente, événementielle il pourrait y avoir, et habiter, travailler, parce que quand même, on habite et on travaille dans ce secteur, et il y a quand même un peu de constructibilité, surtout sur la partie déjà où nous sommes, sur la partie de Rallye historique. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'ateliers, il y a eu, voilà, donc je vais laisser... Je ne sais pas si ça a été trop long, merci. Et je retourne au chouquette. Bonjour à toutes et à tous, donc Marguerite Wab de l'atelier POA, et je vais être accompagnée par Anna Duvauchel ici présente pour vous présenter les résultats de la concertation, en tout cas ce qu'on en retire. Donc un petit préalable pour d'abord préciser qu'est-ce qui s'est passé, quels étaient les différents moyens de contribuer. Le premier, c'était les contributions numériques et les registres en mairie qui ont été ouverts du 15 novembre au 1er mars. Deuxième, il y a eu 8 permanences dans les espaces publics, dans 8 espaces publics différents, qui se sont déroulées du 18 novembre au 13 janvier. Et ensuite, on a eu 6 ateliers, un lancement, et puis ensuite 5 en fonction des thématiques que vient de présenter Olivier Philippe, et 2 ateliers jeunes publics. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de restituer, aujourd'hui on est plus sur la restitution des ateliers et des permanences, même si on est en train de traiter l'ensemble des contributions numériques, et donc on va faire des petits ajouts à l'oral, mais c'est pas encore la restitution complète de l'ensemble des contributions, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. L'idée c'est qu'il y ait un bilan global qui soit tiré à l'été et qui soit mis en ligne et que vous puissiez consulter. Donc on va aller un peu plus rapidement. Donc effectivement, les concertations, il y a eu environ 280 personnes touchées et 97 questionnaires récoltés. Pourquoi cette différence entre ces deux chiffres? C'est que tout le monde ne s'arrête pas forcément, et que malheureusement on a aussi fait ces permanences dans des conditions, enfin à un moment de l'année, et dans des conditions climatiques pas forcément hyper évidentes, qui faisaient que c'était un peu plus difficile pour pouvoir récolter, remplir des questionnaires.
Donc sur les lieux qui ont été ciblés, dans lesquels on a effectué ces permanences, il y a évidemment les 4 communes qui sont représentées. Et l'idée, c'était quand même de les faire à des moments, à des temps forts, donc le marché de la Madeleine, le marché de Saint-André, le marché de la place du Concert, où on sait qu'il y a quand même, qui sont des moments fréquentés. Et en plus fréquentés par une diversité publique, pas forcément uniquement les habitants, notamment pour le marché place du Concert. Ensuite, il y a eu 6 ateliers donc grand public. Le premier atelier de présentation qui s'est déroulé de l'autre côté. Et ensuite, des ateliers pour toutes les thématiques et qui ont eu lieu aussi dans les 4 communes. Ce qu'on en retient, c'est qu'il y a un total de 73 participants différents aux ateliers, sachant qu'il y en a un certain nombre qui ont participé à plusieurs ateliers, qui sont d'ailleurs pour certains aussi présents ce soir et qui ont été mobilisés. Donc ça fait plaisir d'avoir réussi à constituer un espèce ce matin, pardon. C'est que d'habitude c'était le soir, alors voilà, j'ai switché. Donc effectivement, 27 participants qui ont participé à 3 ateliers, 23 à 2 ateliers, et ensuite 52 qui ont fait un seul des 5 ateliers. Et enfin, il y a eu aussi 2 ateliers jeunes publics, un avec plutôt un public, un avec un public plutôt d'adolescents qui a eu lieu à la Maison des Mobilités Durables avec les conseils de la jeunesse de Lille, Saint-André et Lambersart. Et puis un avec des plus petits, des 8-12 ans, au groupe scolaire Schumann à Saint-André et Lille. Donc permis de récolter aussi un autre regard sur le territoire. Donc, qui sont finalement les participants? On ne peut pas gérer le truc là, c'est assez énervant. Non. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des représentants des 4 communes, à part pas tout à fait égales. On a quand même une majorité lillois, mais ensuite on a 19% de participants de Lambersart, 17 de Saint-André et puis 11 de la Madeleine. Et on était aussi content de voir qu'il y avait aussi des participants des autres communes de la Melle, voire hors la Melle, même si c'est minoritaire. Merci. Les enfants. Parmi les autres communes de la Melle, on avait Lomme, Roubaix, Villeneuve-d'Ascq, Wascal, Élème, Tourcoing, donc des communes qui sont vraiment limitrophes un peu du territoire et des communes un peu plus lointaines. Aussi un petit mot sur le genre des personnes, enfin le genre identifié en tout cas des personnes présentes. On a eu 59% de femmes aux permanences et 58% d'hommes présents aux ateliers. On fait ce petit... Et finalement, en fait, on se retrouve à une répartition équilibrée, en tout cas assez paritaire de présence aux ateliers. Et donc ça montre bien que c'est important de différencier les dispositifs pour toucher différents publics, parce que c'est vrai qu'on avait été assez étonnés, notamment lors de la réunion de lancement, où il y avait une grande majorité d'hommes participant aux ateliers, et donc voilà, c'était aussi pour ça qu'on avait voulu voir un peu ce comparatif. Parmi les thématiques qui ont le plus intéressé, parmi les 5 présentées par l'agence Terre, les 3 qui ont le plus inspiré, c'est respirer, se mouvoir et s'épanouir. On a vu ça par le nombre de propositions ici en vert et par le nombre de participants aux ateliers, ce qui est un chiffre à pondérer parce que selon les conditions sous lesquelles se passaient les ateliers, notamment se nourrir qui s'est passé sous la neige, c'est encore à mesurer. Sur ces 5 thématiques, il y a des sujets transversaux qui sont souvent revenus. Là, on a un champ lexical de ce qui faisait consensus. Donc, il y avait la volonté de se promener, de se rencontrer, de sensibiliser, d'avoir un projet à échelle humaine. Et finalement, on a organisé ça sur 4 grands sujets transversaux, qui sont le premier, c'est la diversité et l'inclusivité comme marqueur du territoire.
donc de la diversité tant dans les paysages, les ambiances, le mobilier qu'on propose, enfin que l'agence Terre a proposé, et la diversité des publics concernés. Le deuxième sujet transversal, c'est la sensibilisation, la pédagogie et la signalétique. C'est le fait de se rattacher à l'histoire. Les remparts sont revenus très souvent. Et pour ça, signaler ces éléments de patrimoine et sensibiliser à leur présence sur le territoire, ainsi que la nature. Ensuite, il y a eu un regard attentif sur les nouvelles constructions. Et donc, ça a recouvré le sujet d'artificialisation des sols, de préservation de la biodiversité et de la hauteur et la typologie de ces nouvelles constructions. Et enfin, des questions qui sont souvent revenues sur le devenir du foncier militaire. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer ce foncier? Est-ce qu'on va pouvoir planter sur ce foncier? Est-ce qu'on va pouvoir le rendre accessible? Dans les propositions, elles étaient souvent spatialisées. Donc nous, on a recensé un peu les lieux les plus cités. Le plus cité, c'était clairement les bords de Deuil, cités comme un lieu agréable et le plus fréquenté. On avait ensuite le secteur des gares et le quartier Euralille, mais aussi le Vieux-Lille comme une accroche forte au projet. Et d'autres lieux ont été fortement cités, des lieux plus diffus parce qu'ils traversent tout le territoire. C'est la promenade du préfet qui a beaucoup été citée comme un lieu agréable et fort en termes de patrimoine. Et le boulevard périphérique dans son ensemble qui, au contraire, a été cité comme un lieu plutôt désagréable. Et donc, thématique par thématique, qu'est-ce que ça donne? La première thématique, donc respirer. Il y a, donc là, vous voyez un peu quelques verbatims qu'on a ressortis qui nous semblent assez représentatifs des avis exprimés. Donc avoir l'impression d'être à la campagne en ville, de vrais arbres, pas que de la pelouse, planter pour compenser et limiter les nouvelles constructions. Finalement, ce qui en ressort, c'est une envie de nature, de forte végétalisation, et puis une envie qu'il y ait une d'espaces verts plus importante que les espaces construits, enfin une envie et une inquiétude vis-à-vis de ce sujet. Et donc finalement, il y a 4 grands champs lexicaux qui se dégagent. Le premier qui prend largement la majorité, c'est végétaliser, avec l'idée de pouvoir largement planter tout le territoire et développer la biodiversité. On a distingué de végétaliser quand même le terme planter des arbres qui est revenu de manière particulièrement importante, même si il est quand même lié à végétaliser. Et enfin, les deux autres sont assez liés sont assez liés. Le terme de préserver, la volonté de préserver l'aspect sauvage, d'avoir cette ambiance campagne à la ville, de préserver les espaces naturels, les arbres existants et puis la végétation existante. Et puis l'idée de limiter l'artificialisation des sols, l'imperméabilisation des sols et puis les nouvelles constructions. Finalement, ce qu'on en retient, c'est 4 grandes idées. La première, c'est le développement de paysages et de milieux écologiques et d'ambiances variées, avec 4 sous-thématiques dans cette grande catégorie un peu fourre-tout. C'est l'idée de relief et de topographie, l'idée, la présence... je vais prendre mes notes parce que là, je vais plus bien en fait, si tu veux. Donc la topographie, pardon, de grands espaces ouverts et libres, et aussi des espaces de nature un peu plus intimes, plus sous le format de bosquets ou de clairières. Et puis la question de la nature collective aussi qui est revenue de manière assez importante.
La deuxième grande thématique, c'est le fait de sanctuariser certaines parties du territoire. Donc tout le monde n'était pas totalement... il y a un certain nombre de contradictions aussi dans cette catégorie. Elle revient et après, il y a des mises en application un peu différentes sur le fait de laisser des cheminements dans ces parties-là ou de laisser ces espaces totalement inaccessibles à l'homme et uniquement dédiés à la nature. Il y en a d'autres qui sont pas tout à fait d'accord sur l'aspect sauvage, friche, et peut-être que la nature doit être aussi un peu entretenue. Et puis ça pose aussi des questions, ça posait aussi des questions à certains et certaines de sécurité, sur les questions de trame noire, sur le fait de ne pas éclairer ces zones-là pour pouvoir préserver la biodiversité, qui était mis en pendant du fait que ça risquait de générer des insécurités. Le troisième sujet qui est aussi très important, c'est le développement des milieux humides et la valorisation des bords de Deûle. À la fois la visibilité de ces espaces et l'accessibilité, le fait de pouvoir aller au plus près de l'eau, avec deux dimensions, la dimension écologique et la dimension un peu de loisir qui est liée au bord d'eau. Et enfin, la plantation de trames vertes avec vraiment l'idée de vouloir avoir une trame arborée continue qui aille de la citadelle jusqu'à Euralille avec un gradient de nature qui soit progressif. Deuxième thématique, avec la thématique se mouvoir, où une grande attention était portée aux mobilités douces, avec la volonté de faciliter la vie des cyclistes, d'améliorer les connexions cyclables, notamment parce que certains n'osent pas prendre le vélo sur certaines portions. Le sujet de la sécurité est beaucoup revenu. De développer des itinéraires de balade pour les piétons et d'adopter, pour compléter l'offre de balade, d'adopter une signalétique pour se repérer et se déplacer plus facilement. Mais les transports en commun ont été beaucoup abordés aussi, mais plutôt en comparaison avec la voiture en termes d'efficacité. Donc voilà, là, on voit qu'il y a à peu près la moitié plus de la moitié des propositions qui concernent les mobilités douces, dont 30% pour la sécurité et la connexion des modes doux, notamment sur les carrefours qui sont beaucoup revenus et qui sont les portions souvent évitées par les cyclistes et les piétons. 20% pour le développement des propositions concernaient le développement du réseau cyclable et donc les continuités pour le franchissement des infrastructures notamment. Ces propositions-là permettaient d'aborder la question des conflits d'usage entre piétons et cyclistes. Et enfin, donc, comme je le disais, les transports en commun à 20% en comparaison avec la voiture en termes d'efficacité, mais aussi pour répondre à cette efficacité, à cette meilleure efficacité, la question de l'intermodalité et de créer plus de correspondance entre les différents réseaux de transport en commun. Et enfin, certaines propositions parlaient de limiter la voiture, de diminuer le flux automobile, la pollution sonore et de l'air, qui est un peu à mesurer aussi ce chiffre, parce qu'il a été souvent, il y a eu souvent des réactions face à ça, de limiter la voiture, oui, mais des inquiétudes de est-ce qu'on pourra toujours circuler aussi facilement que ça. Donc finalement, les 6 grandes idées sur la thématique. La première, c'est l'amélioration de la sécurité du confort des voies modes doux, vélo et piétons, notamment par rapport aux voitures. L'amélioration du partage de la voirie entre les modes doux et motorisés. Donc, ça reprend l'idée de vraiment séparer, distinguer les différents usagers, d'avoir un espace pour les vélos, d'avoir un espace pour les piétons, séparés des voitures. La réduction de la place de la voiture, d'avoir une emprise limitée sur le profil d'une voirie, de mieux répartir les usagers.
La quatrième grande idée, c'est le développement des connexions et l'amélioration du franchissement des infrastructures. On a envie de traverser facilement cette grande infrastructure qui aujourd'hui nous paraît infranchissable. Le développement des transports en commun, donc, de l'intermodalité et de faciliter les correspondances. Et enfin, la conception des stations de tramway comme des lieux de vie en relation avec le paysage. Quitte à accueillir le tramway, et ben, autant en profiter pour créer des véritables lieux de vie sur ce territoire qu'on ne fréquente pas vraiment aujourd'hui. Troisième grande thématique qui a suscité beaucoup de propositions, c'est celle de s'épanouir, avec deux grandes idées finalement, c'est donner accès au sport et à la culture gratuitement pour tout le monde, et puis une préoccupation de créer des espaces inclusifs qui est revenue de manière assez régulière sur le fait de s'adresser à toutes et à tous, et notamment personnes âgées et enfants. Donc il y a aussi l'idée de Central Park à la Lilloise qui est revenue de manière assez régulière pour illustrer l'imaginaire de ce territoire par rapport à la thématique. Et puis à la fois d'aménager des espaces pour que les gens se rencontrent. La question vraiment de la convivialité et de la rencontre est revenue de manière assez régulière. Donc... Fini. Ça marche plus. Ok. Bon, bah super. Donc on va le faire de mémoire. Les thématiques qui viennent, non, on a été un peu loin. C'est la question du sport, notamment, qui est revenue de manière assez régulière, puisque... Non, voilà. La première, c'est surtout les parcours de découverte qui est revenue de manière... D'ailleurs, on ne savait plus très bien dans quelle thématique la mettre parce qu'elle est revenue à la fois dans respirer, à la fois dans se pouvoir et à la fois dans s'épanouir, entre autres. Puisque c'est à la fois la question des parcours avec une dimension patrimoniale de découverte du patrimoine, avec des panneaux pédagogiques aussi d'explication. C'est la question aussi du rapport de la sensibilisation à la nature et aussi la question des parcours sportifs, des boucles de promenade, le fait de pouvoir avoir des balisages pour pouvoir savoir pour combien de kilomètres on part, pour combien de temps on part aussi quand on va se balader sur ce territoire. La deuxième grande thématique, mais bon, un peu à égalité avec les autres, c'est les espaces sportifs, puisque c'était une vocation historique d'un certain nombre de sites de ce territoire. Et donc, il y a à la fois, ça revient à la fois dans les souvenirs et dans le fait que ça devrait être une fonction importante, puisque ça manque sur le territoire lillois, d'avoir des pratiques libres de sport en plein air, avec plein de propositions différentes. Ensuite, la grande thématique qui revient aussi, c'est la dimension culturelle et événementielle. Ça a notamment été ces deux sujets ont notamment été des gros sujets avec l'atelier adolescent en particulier. Vous avez plein d'idées là-dessus. Et enfin, l'autre thématique, c'est aussi les jeux et espaces pour enfants. Là-dessus, on a eu des propositions assez précises aussi sur ce qui était attendu. Notamment sur le fait, d'ailleurs, il y a écrit jeux et espaces pour enfants, mais l'un des sujets, c'était le fait que ce soit des jeux et des espaces pour tous les âges et pas uniquement pour une tranche d'âge d'enfants, et notamment s'adresser aux adolescents, voire aux adultes, sur le fait qu'en fait, la ville pouvait devenir un espace un peu plus ludique de manière générale. Et les deux autres sujets, c'est celui du... Bon, on va les retrouver là. Celui du mobilier et ensuite la question des ambiances qui sont un peu liées sur le fait d'avoir à la fois des lieux de convivialité et de rencontre et des ambiances un peu plus apaisées. Donc voilà, on a finalement 6 grandes idées qui reprennent totalement ce que je viens de dire sur la création de parcours de découverte, l'encouragement de la pratique libre du sport en plein air avec à la fois le fait d'avoir
des équipements fermés et le fait d'avoir des grands espaces libres, des terrains de foot. Mais pour une fois, d'ailleurs, on n'a pas parlé que de foot, on a parlé de badminton, de tennis, de pétanque, d'acrobranche. Enfin, voilà, on a vraiment, il y a eu des idées par rapport à d'autres concertations où le foot revient en force. Là, c'était assez intéressant de constater que les propositions étaient beaucoup plus variées. Et que c'est plutôt l'idée de pouvoir ponctuer le territoire de plein d'espaces sportifs et puis d'avoir une dimension de parcours aussi dans le sport, plus qu'un gros équipement quelque part. Donc le développement d'une diversité d'ambiance, c'est ce dont je parlais, le fait d'avoir à la fois des lieux apaisés où se poser, se détendre, avoir des aires de yoga, voilà, et en même temps des lieux de rencontre pour pouvoir se retrouver à plusieurs à l'échelle du voisinage, pour pouvoir faire la fête et se retrouver de manière plus importante. Et enfin, il y a aussi donc, la mise en place d'un lieu d'animation festive et culturelle avec l'idée de pouvoir avoir des espaces librement appropriables en fonction des saisons, avec une possibilité de facilement installer ou démonter des espaces événementiels et de faire des concerts, des festivals. Voilà, là aussi, il y a plein d'idées. Et enfin, donc l'aménagement le terrain de jeu, j'en ai déjà parlé, enfin, mais je vais pas forcément développer. Et l'installation de mobilier dans ces espaces est aussi revenue avec l'idée de, finalement, dans toutes ces propositions, l'idée c'était aussi de faire de cet espace un lieu qui ait une identité spécifique, qui ressemble pas aux autres, et de donner un peu une raison par toute cette programmation d'aller dans ces espaces, pour les jeux ou pour le mobilier. Il y avait l'envie de pouvoir dire on va en dinosaure, parce qu'ils avaient par exemple choisi à chaque fois des aires de jeu un peu mentales et très figurées, quoi, enfin, avec pouvoir avoir des lieux. Enfin, il y a la question de comment appeler ces espaces-là et comment les rendre identifiables par tous, qui était intéressante et qui rebondit avec la question qui a été posée quelquefois lors des discussions qu'on se dit, c'est est-ce qu'on est obligé d'appeler ce territoire de Raïl à la Deule ou est-ce qu'on lui trouve un autre nom un peu plus parlant? On passe à la thématique habiter-travailler qui on l'a vu au début, a fait l'objet d'un peu moins de propositions, mais finalement d'un consensus sur la volonté d'avoir des constructions plus hétérogènes, tant dans leur hauteur que dans leur typologie, et qui s'intègrent vraiment dans leur environnement. D'avoir des constructions à taille humaine et qui garantissent des liens de voisinage. Et à travers ces nouvelles constructions, de retrouver des formes d'habitat plus organiques. Mais c'était une thématique qui a fait réagir et qui a interrogé pas mal. Il y avait d'une part beaucoup de propositions ou de remarques liées à si on construit, c'est pour servir des usages, c'est de manière ponctuelle et c'est pour faire vivre le territoire. Et en face, des réactions qui disaient non, on ne construit plus et il faut arrêter de minéraliser. Donc c'était assez partagé là-dessus. La moitié des propositions concernaient l'aspect des constructions, de l'hétérogénéité, comment elles s'insèrent dans leur environnement et de penser la réversibilité de ces constructions. C'est ce que tu disais aussi, ça concerne aussi pour la programmation culturelle de construire, mais d'imaginer que peu de temps après, on peut ne plus avoir d'espace bâti. Une grande partie des propositions concernaient la programmation pour proposer une programmation diversifiée de commerce de proximité, d'équipements diversifiés. Donc, il y a eu les propositions de tiers-lieux, de cinéma d'art et d'essai, de locaux associatifs, et aussi de favoriser l'implantation de petits secteurs d'activité. Et finalement, toutes ces propositions
reliés sur la volonté de créer des liens de voisinage. C'est juste un petit mot, c'est qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur ce sujet, c'est un sujet qui pose plein de questions et qui suscite plein de débats, et notamment dans toutes les contributions qu'on est en train d'ouvrir, il y en a certains qui sont dans des constructions à taille humaine, et puis il y a d'autres propositions plutôt de bâtiments signal et enfin, voilà, de plutôt monter haut de manière assez ponctuelle. Et puis sur la réversibilité, c'était aussi la question de la réversibilité bureau-logement qui était interrogée, sur le fait qu'il y avait aussi beaucoup de bureaux qui avaient été construits dans certains secteurs, et de questionner par rapport aux besoins de logement aussi existants. La dernière thématique, donc, c'est se nourrir, qui est peut-être une thématique un peu plus complexe sur ce territoire. Finalement, la question générale qui a été posée, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une vocation alimentaire? En tout cas, il n'y aura pas, a priori, d'autosuffisance juste à partir de ce territoire, enfin, à partir de la production sur ce territoire. Et du coup, les participants et les participantes préconisaient plutôt que cette fonction de se nourrir ait une dimension de pédagogie et de sensibilisation aussi à toutes ces questions d'agriculture urbaine, on va dire de manière générale, avec une forte importance dans l'intégration des scolaires dans la démarche, qui a été plusieurs fois notée. Finalement, ce qui était proposé, c'était plutôt de privilégier un paysage nourricier qui offre une diversité paysagère, plutôt que le seul objectif de production agricole, et l'idée de créer des lieux de sensibilisation. Et donc, finalement, c'est ce qu'on voit un peu sur ce schéma. On a une forte dimension sur le fait de créer des lieux ressources et d'impliquer les scolaires dans la démarche via différents moyens. Mais il y a aussi la question des coopérations qui est beaucoup revenue, sur le fait de comment ces équipements, donc la ferme urbaine de la Madeleine principalement et la ferme Marcel Denain, arrivent à fédérer aussi un certain nombre d'associations. Donc il y a eu pas mal d'associations qui ont été aussi citées, qui sont déjà présentes sur le territoire. L'Ilotopia Fiscaille, les Ajoncs, enfin, voilà. Comment la dynamique à la fois jardins partagés, jardins familiaux, et puis ces fermes urbaines entrent un peu pas en collision parce que ce serait un peu violent, mais plutôt en coopération pour pouvoir faire exister cette thématique sur le territoire. Et ensuite, il y a donc trois types. Donc, avec l'idée plutôt de privilégier un paysage nourricier, et que cette thématique soit un peu existe plutôt dans les paysages que sur un seul site pilote en fait. Et ensuite, il y a les questions pour le coup de distribution, de consommation et de transformation ont été un peu moins abordées, mais il y a eu quand même quelques idées de comment on fait en sorte que, enfin, est-ce que le fait d'avoir des petites guinguettes, des snacks qui soient en lien avec ces équipements de production permettrait aussi serait une manière aussi de sensibilisation à ces thématiques sur le territoire, avec la question de cantine participative ou de tiers-lieux un peu dédiés à ces questions-là. Et c'est tout. Voilà. Donc voilà pour cet exercice de restitution qui est voilà, pas évident, parce que l'idée c'était pas non plus... Enfin, l'idée, c'est de vous montrer un peu tout le panel des contributions sans de pouvoir rentrer dans le détail, sinon on y passerait véritablement des heures. L'idée, c'est que cette restitution, elle a été transmise dans tous les cas au fur et à mesure à l'équipe Terre qui était là dans tous les cas à tous les ateliers, et donc qui a entendu tout ce qui était... nous, là, la prochaine étape, c'est qu'on est en train de travailler sur ce bilan, donc en intégrant notamment toutes les contributions des registres en ligne, même si on vous en a un peu fait part aujourd'hui, on est encore en train de les traiter. Et donc, l'idée, c'est que toutes ces informations
soit intégré au plan guide, qui est en train aussi d'être élaboré par, par l'agence Terre. Et puis, vous pourrez consulter la mise en œuvre du document donc à l'été, comme ça a été dit avant. Et donc, ensuite, d'ici à ce qu'il se passe des choses sur le territoire, il y aura besoin d'un certain nombre d'études complémentaires, parce que là, on est vraiment sur les grands principes du plan guide à l'échelle de 200 hectares. Il va falloir zoomer quoi, pour qu'il se passe des choses, mais c'est bien la volonté. Comment s'appelle le jardin? C'était le courtil. C'est bien la volonté aussi de la SPL d'engager des actions de préfiguration à court et moyen terme, puisqu'on l'a bien précisé lors des ateliers. Il y a différentes thématiques, il y a différentes temporalités dans ce projet. Il y a l'avant-tramway, ce qui peut être fait dès maintenant pour améliorer le territoire. Il y a pendant l'arrivée du tramway, pendant le chantier, il faut aussi anticiper qu'il y ait d'autres travaux qui se passent. Et il y a l'après-tramway où, effectivement, c'est l'arrivée du tramway qui va aussi changer la configuration du territoire, effacer cette infrastructure et permettre d'autres usages. Donc voilà, part pour un certain nombre d'années. Je ne sais pas si Fabienne voulait ajouter quelque chose. Et ensuite, n'hésitez pas à intervenir et poser vos questions ou vos remarques. Oui. Ce qui me semble important pour éviter toute discussion, voilà, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de gens, enfin je reconnais beaucoup de personnes, et mon noyau dur qui a fait tous les ateliers, dont je me réjouis, est-ce que la restitution telle qu'exprimée par POA, c'est son travail, vous heurte, vous êtes d'accord, ça correspond dans les ateliers où vous étiez à ce qui s'est dit, ou est-ce que vous voulez ajouter, amender, etc. Sachez que tout a été compté, hein, voilà. Marguerite n'a pas rappelé à chaque fois le nombre de contributions, mais elles étaient nombreuses hein, sur chacune des ateliers, et surtout sur les 3 premières, 150, c'est vraiment important. Donc c'est d'abord un premier tour. Est-ce que quelqu'un a une remarque à faire sur le travail de POA, pour vous, voilà, qui garante un peu de traduire fidèlement vos propos? Juste une chose, il y avait des suggestions qui étaient vraiment localisées. Oui. Par exemple, on a parlé du bâtiment Signal un peu plus haut, c'était plutôt sur un lieu bien précis et pas un autre. Oui. Donc là, on ne retrouve pas forcément oui. Des propositions en disant bah, c'est mieux sur la partie déjà très urbaine, ou pas très oui. bâtie, ou au contraire, voilà, c'est juste ça. Je voulais savoir si l'idée des arbres fruitiers ou arbustes fruitiers avait été évoquée. Oui, la question de la nature comestible est revenue de manière importante sur à la fois question de plantation d'arbres fruitiers, de vergers et aussi d'arbustes pour les baies aussi, qui est revenue de manière assez importante. Pour à la fois les animaux et les humains. Et effectivement, la restitution ne fait pas forcément état des propositions par secteur, mais ça sera développé dans le bilan de la concertation détaillé. On a une question sur le chat sur le point de la sécurité qui a été évoqué en atelier, notamment la question de l'éclairage, qui n'a pas forcément été développée sur la restitution. Alors. Ouais, la question de la sécurité, effectivement, oui, j'en ai rapidement parlé sur le fait que il y avait une espèce de contradiction entre le fait que certains demandent une trame noire et d'autres demandent plus d'éclairage. Mais effectivement, ça a été une question qui est revenue et que, notamment dans ce mouvoir sur le fait d'éclairer et en particulier autour des arrêts de tramway, c'est quelque chose qui est revenu. C'est juste. D'autres interventions? Ça correspond à ce qui était dans les ateliers. La question de la biodiversité est assez peu revenue. Est-ce que c'est le résultat des ateliers ou est-ce que c'est votre interprétation? Non, la question de la biodiversité, elle a été vraiment très largement abordée dans l'atelier Respirer, parce qu'on est là, on fait ça.
avec, pour ma part, hein, moi qui fais d'autres projets, je suis très contente de voir que cette notion d'avoir des espaces sanctuarisés dans lesquels on ne va pas, on les contourne, voilà, et puis le revenu sur la table. Et ça, je trouve que ça témoigne d'un changement culturel important, une accélération de ces changements-là. Et il n'y a pas si longtemps, je faisais des constructions sur des parcs avec des îlots de biodiversité et le fait que ce soit sanctuarisé, le fait que ce soit au profit de la faune et de la flore était quand même contesté en disant, par les humains en disant et nous, et nous, et nous, et nous. Et aujourd'hui, dans la concertation du Grand Euralille, c'est quelque chose que les habitants, enfin que les participants ont demandé. Ça m'a vraiment, j'y ai vu voilà, une espèce d'accélération des demandes et de la prise de conscience des problématiques environnementales. Si, ça a été vraiment beaucoup abordé. Oui, c'est pas forcément d'ailleurs directement avec le terme biodiversité, mais entre végétaliser, planter des arbres et la question de la sanctuarisation qui est revenue beaucoup, c'est quand même une question qui revient. Je me réjouis de voir que sous le vocable épanouissement, il y a l'épanouissement culturel, c'est très bien, mais il y a un point commun, c'est autour de l'eau. Je m'explique, l'usine élévatoire, la tortue. Il ne faut pas oublier que la tortue, s'il y a eu beaucoup de blanchisserie, teinturerie du côté d'Anversa, c'est grâce à la tortue. Je rappelle d'ailleurs que avant l'ère industrielle, il y avait des écrevisses, c'est plutôt bon signe, c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Et surtout, voilà, je regrette un peu que ne soient pas mis en valeur les métiers liés à l'eau. Je parle de la batellerie, c'est plutôt la rive anversartoise, la batellerie, tous ces métiers autour de l'eau, ça me paraît très important et là, on ne les voit pas apparaître. Alors, c'est Marguerite, mais pour moi qui ai fait tous les ateliers de concertation, ils n'apparaissent pas là parce qu'ils n'ont pas été évoqués et travaillés dans les ateliers. Je n'ai pas eu une demande des métiers. On a eu beaucoup d'interrogations, enfin de formulations, n'oubliez pas, etc., pour le côté patrimonial. Hein, et dans le côté patrimonial, il y a aussi des patrimoines ouvriers ou des patrimoines industriels. C'est pas que Vauban et les fortifications. Par contre, ça n'apparaît pas là parce que ça n'a pas été évoqué. Les métiers autour de l'eau n'ont pas été évoqués. Par contre, on sait qu'il y a la tortue. Et en ce moment, on va se dérouler les travaux de régénération de la basole, etc. Tout ça est dans nos têtes et en tous les cas dans les consignes qu'on va donner à l'équipe Terre pour en tenir compte. Mais c'est un temps de restitution, hein, c'est un temps de restitution de ce qui s'est dit en atelier et je n'ai pas souvenir, mais c'est Marguerite qui est garante qu'on ait abordé les métiers de l'eau. Oui, en tout cas, pas de manière significative. L'idée, c'est que si on rentre dans il y a eu plein de propositions sur le patrimoine et avec des propositions variées sur les différents éléments patrimoniaux à mettre en valeur sur le territoire. Après, effectivement, on n'est pas rentré dans la précision de chaque proposition et pour le coup, la question des métiers autour de l'eau n'est pas revenue de manière significative par rapport à d'autres. Juste par rapport à l'atelier Se Mouvoir, on avait aussi évoqué l'existant. Moi, j'ai été marquée sur dire comment on profite de ce projet aussi par rapport au parc Matisse, par rapport à qui sont des parcs sur lesquels les gens, on ne s'approprie pas. C'est que les gens qui se perdent en sortant du tramway, les occasionnels, les habitants de la métropole ne vont pas se promener sur le parc Matisse. Et du coup, se dire, c'est l'occasion de profiter. Enfin, ce projet, c'est aussi l'occasion de voir comment on peut améliorer la réponse. Oui, c'est vrai, il y avait tout un travail qu'on a repris sous un vocable peut-être pas assez développé, on entendra compte en bilan, parce que c'était plutôt les connexions. Hein, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des choses, mais on n'y va pas forcément parce qu'on est en impasse, on doit faire demi-tour. Et donc, comment on connecte ça, c'est... Ouais. C'est ça? On a une première personne. C'est bon?
qui trouve qu'il y a eu beaucoup de lieux communs énoncés et notamment que la biodiversité était peu citée. On entend quand même beaucoup parler de construction sans que la présentation du projet s'y attarde pour autant. Quel volume, quelle répartition, alors qu'il y a des déclarations politiques contradictoires souhaitant maintenir la zone verte. On a du mal à comprendre l'objectif véritable d'aménagement, quelle proportion de zone verte ou naturelle, quelle proportion d'artificialisation. Pour la première question, je dirais l'objectif de cette réunion, c'était la restitution de la concertation et pas la présentation du projet. Donc effectivement, d'où le fait qui est en train de se faire. D'où effectivement le fait que pour l'instant, il n'y a pas de chiffres précis annoncés et qu'on ne se soit pas arrêté sur la présentation. Enfin, si, il y a certains chiffres qui ont été annoncés dans certains projets, d'ailleurs, dans certains ateliers. Mais que, en tout cas, l'objet aujourd'hui, effectivement, c'était pas la présentation du projet qui n'est pas fini. Alors, bon, commentaire, je veux quand même dire, il n'y a pas de projet. Le projet est en train de se faire, donc les grands équilibres sont en train d'être travaillés avec ETER. Cela étant, il y a quand même des choses fortes qui ont été mises sur chacune des tables des ateliers. C'est les 4 rubans, enfin, c'est quand même important. C'est un ruban, c'est un endroit mobilité douce. Le projet se bâtit sur 4 rubans. Enfin, c'est quand même de mobilité douce. Le ruban des fortifications, on connecte tous les espaces, voilà, qui permet de développer un milieu forestier, des plantations de 20 000 arbres, quand même pas rien. Le ruban bocager, il y a Olivier qui arrive en disant mais elle fait mon boulot, c'est moi qui cause là-dessus. Le ruban bocager qui est plutôt un ruban des plaines sur lesquelles il y a des possibilités de s'épanouir, des jeux libres. C'est ce qu'on a remarqué. Le ruban bleu, qui est tout le pourtour de la Deule, et puis le ruban du tramway, auquel est adossé, peut-être pas tout le temps on y travaille là, pour des questions topographiques, auquel est adossé un vélo plus, c'est-à-dire une autoroute à vélo. Ce qu'on peut encore dire dans les choses invariantes, et c'est pas rien par rapport à plein d'autres plans d'aménagement, c'est que la connexion dont vous parliez, madame, à la fois sur les espaces, la connexion entre les villes, voilà, les traversées, elles se font par des mobilités douces. Donc, et le plan, quand même, que vous avez tous eu sur les tables, c'est les continuités de mobilité se font par le vélo. Bon, voilà. Vélo qu'il faut sécuriser dans le partage avec les piétons. Donc, on a à la fois du vélo balade, qui sont tous ces grands rubans, et une autoroute à vélo là, qui permettra l'objectif, je le rappelle, tel que l'énonçait Olivier, je vais arrêter de parler pour toi, c'était quand même 8 minutes de la gare Lille-Europe ou du parc Matisse, voilà, jusqu'au bord de Deule. Voilà. Donc, voilà, c'est quand même ces grands équilibres, ces grandes thématiques. Donc, il y a eu beaucoup de choses sur la biodiversité, on le détaillera, au contraire, et on était très contents. Parce que le projet de terre, c'est quand même le développement de sols riches, alors qu'on a aujourd'hui une vraie problématique des sols, et de recréer des milieux. Voilà. Vous pouvez dire que c'était lieu commun, mais je pense qu'il y avait déjà beaucoup de choses fortes en termes de construction du projet. Les grandes lignes fortes sont celles-là. Oui, je veux juste rajouter que le fondement, les 2 fondements finalement de ce projet, c'est pas du tout la construction, même s'il faut évidemment un peu construire, ce sont les 3 écosystèmes, forestier plutôt côté des Lois, bocager plutôt côté de la Madeleine, et l'écosystème de la Deule qui est plutôt un écosystème humide. Donc ça, c'est la quasi-totalité du territoire jusqu'à l'Euralie historique. On n'a pas les chiffres exacts, mais en gros, il y aura beaucoup de mètres carrés qui vont être désimperméabilisés et affectés à des surfaces qui sont des surfaces vivantes. Ça, c'est le fondement. L'autre fondement, c'est effectivement, avec l'arrivée du tram, c'est de changer la mobilité en réduisant la place de la voiture et en favorisant non seulement l'utilisation du tram, mais aussi l'utilisation du vélo avec une piste rapide sans obstacle. C'est ça le grand fondement. Le reste, c'est presque annexe à l'échelle de l'ensemble. Voilà. Oui, on l'a annoncé dans cette même veine. Il y aurait pu avoir un autre projet, voilà, disant quand il y a tram, transport en commun, il y a densification autour de la ligne de transport en commun, eu égard au coût d'un tram, du kilomètre.
Beaucoup de villes ont fait ça, hein, quand même. Et c'est pas idiot. Enfin, bon, voilà, ok. Là, ce qui a été, dans l'équipe qui a été choisie, et je parle sous contrôle, évidemment, de Stanislas Andiavel, du maire de Lambersart, l'équipe a été choisie en affirmant le terrain est un lieu pour desservir ensuite Saint-André, enfin, Lambersart, Saint-André, etc. Mais il n'a pas vocation, dans l'espace traversé là, d'être un lieu de densité, de densification urbaine. C'était quelque chose de très fort à l'affirmer. Sur la plateforme, on avait encore une autre question d'une personne qui disait avoir bien compris que les métropolitains sont divisés sur les constructions, mais est-ce que Terre s'inscrit dans la continuité de ces zones menues, donc le projet Euralil 3000, ou est-ce que cela peut être très différent de ce qui était prévu? On a la crainte de voir le projet initial revu à la baisse alors que Euralil est un moteur économique fondamental et qu'on a besoin de le rendre plus vivant par les habitats. Moi, je suis assez mal à l'aise avec cette question. C'est un autre projet. Enfin, le projet de Terre, c'est le projet de Terre qui correspond à son époque, de la même façon que le projet Saison Menue à un moment donné correspondait à son époque. Il n'y a pas d'opposition de projet, il n'y a pas de critique de projet. À un moment donné, l'île est aujourd'hui sur une carte européenne aussi parce qu'il y a eu ce centre d'affaires, qu'il y ait maintenant d'autres aspirations, la nécessité de rééquilibrer un peu programmatiquement le quartier d'affaires avec du logement, etc. Oui, mais on n'a pas pris le projet Saison Menue en disant vous l'amendez. Ça n'a absolument pas été la démarche voilà, dans les attendus du concours, mais je ne sais pas si ça, tu veux dire quelque chose. Donc il n'y a pas lieu de comparaison et je trouve que les comparaisons sont toujours un peu. Voilà. Non, si je ne m'exprime pas à ce stade, c'est qu'on est encore dans l'écoute, dans la restitution. Il y a différentes formes d'expression qui ont eu lieu à travers les différents ateliers, où il y a un besoin pour les élus. Je parle avec Nicolas Bou, je pense avec l'ensemble des élus de prendre en considération l'ensemble, je dirais, de ce qui a été remonté dans le cadre de la concertation. Et puis après, il y a un travail de mise en forme qui va être le futur travail qui va être réalisé ces prochains mois, où on va intégrer à la fois cette dimension et cette notion. Moi, ce que je retiens, c'est cette notion d'urbanisme du vivant qui est proposée aujourd'hui et qui viendra connecter effectivement Euralil avec je dirais poursuite effectivement de Ralil, bien sûr, jusqu'à la Deule, en un chapelet d'espaces de nature et de structuration de mobilité complètement différente de ce que c'est aujourd'hui et du logiciel historique qui a construit ce boulevard périphérique qui sera derrière nous, qui est une autoroute aujourd'hui, qui sera autre chose demain, avec un véritable lien qui permet toutes les connexions et qui permet aussi de remplir les différents objectifs de nos villes. Donc voilà. Mais par contre, on ne va pas répondre précisément à ce sujet. C'est ce qui va être mis en place à partir de ce qui a été remonté de la concertation et de la restitution, ainsi que des contributions qui ont pu être mises en ligne. Je voulais simplement dire le grand espoir que j'ai dans ce projet. Ça va prendre pas mal d'années pour se concrétiser. Et mon espoir, mon attente, c'est qu'on puisse avoir des projets qui se réalisent dans les différentes villes considérées sans attendre le développement de ce projet-là. C'est-à-dire que l'esprit de ce projet puisse se diffuser dans des choses concrètes. Alors, je vais donner un exemple tout simple. Nous sommes ici dans le bâtiment de LMH. Tout en haut, nous avons des terrasses végétalisées. De la MEL, pardon, oui. Je vais parler de LMH juste après. Donc, nous avons des terrasses végétalisées pour les fonctionnaires de la MEL, c'est vos fonctionnaires, donc, en l'occurrence, je veux dire. Et moi, j'habite là juste derrière j'ai toujours appelé le centriférique. En fait, j'ai 2 immeubles près de chez moi.
en haut sur les terrasses, il y a des antennes de téléphone, et au sol, au pied des tours, il y a du plastique pour que rien ne pousse. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose qui vraiment, auquel ce projet tourne complètement le dos. Et ça, je m'en réjouis. Voilà. Mais bon, l'attente va être difficile, d'autant plus difficile. Voilà, merci. Il y a une proposition aussi de végétalisation de l'ensemble des toitures du Zénith dans la même veine parmi les propositions des participants. Si, ici, je reprends la renaissance du Lille ancien, c'est RL. En rappelant un tout petit principe, c'est qu'on est très favorable on pense que le patrimoine, en l'occurrence existant et très existant sur l'ensemble du secteur, peut être et doit être un vecteur de projet et de valorisation mutuelle entre le projet et le patrimoine. L'un peut aller sans l'autre, doit aller avec l'autre, pardon. L'un doit aller avec l'autre et il y a des belles sources d'études là-dessus. Donc ça un rappel, c'est tout. Et le deuxième point, pour ce qui nous concerne, c'est que ça a été un tout petit peu évoqué par Fabienne Buès tout à l'heure, c'est les liens avec les communes de part et d'autre du site étudié. En soi, il est intéressant qu'il y ait des réflexions, je veux dire, longitudinales, d'un bout à l'autre, c'est le titre du projet, mais que s'il n'y a pas de percolation de part et d'autre vers les communes de part et d'autre, on y perd beaucoup. D'où ma question. Quelles peuvent être, au-delà du périmètre de l'étude stricte, qui n'inclut pas toutes ces pénétrations dans les communes, quelles seront les limites de réflexion, de proposition et de balance, enfin de lancement d'idées ou de lancement de relatives directives sur les différents territoires proches, immédiats, et bien sûr, pour ce qui concerne la renaissance financière, on pense immédiatement, bien sûr, à l'avenue du peuple belge et la remise en eau de la base 2. Voilà. Y a-t-il quelque chose là-dessus? Oui, alors il y a juste une petite précision, effectivement, vous n'êtes pas le seul à pointer cette question du périmètre qui a été questionnée dans pas mal de propositions, à la fois les contributions en ligne et à chaque fois lors des ateliers, lors de la discussion, on a souvent eu la question de pourquoi ce périmètre, pourquoi pas la Citadelle, pourquoi pas Saint-Sauveur, pourquoi pas, enfin voilà. Donc je laisse Fabienne. Oui, alors sur le ton de l'ironie, moi j'étais toujours contente de pourquoi pas, mais avec le pourquoi pas, on avait un territoire d'études de la moitié de la MEL, quoi, et un territoire opérationnel, pareil. Non, vraiment très sérieusement, je rappelle ce qu'on avait dit dans le lancement de la consultation des équipes, hein, créer une ossature paysagère, vecteur de développement, d'attractivité métropolitaine, voilà, et de développement écologique et urbain. Donc c'était vraiment ça. Une ossature, c'est comme votre colonne vertébrale, hein, après il y a les transversales, et d'ores et déjà, donc il y a un périmètre d'études, il fallait bien arrêter quelque part, voilà. Il y a un périmètre d'études strictes qui est ce que vous avez vu, qui est toujours affiché, là, qui est dans le journal partout. Il y a un périmètre de réflexion qui comprendra un volet des accroches paysagères. D'ailleurs, accroches paysagères qu'on est en train d'identifier avec les communes et avec Terre, où déjà on sait, en fait, l'accroche paysagère, c'est quelles sont les portes, en quelque sorte, du parc sur votre commune, et comment, depuis le parc, comment on en fait une porte, quels sont les lieux, comment on en fait une porte, et comment ça se travaille jusqu'à un point nodal important. Ça peut être la place du marché sur la Madeleine, voilà. Ça peut être, je parle sous couvert du maire de Lambersart ici, la place de la République et la voie verte qui remonte, qui sont des projets existants, on ne réinvente pas, mais comment on connecte tout ça avec le ruban bleu pour Lambersart, c'est évidemment l'avenue du peuple belge pour Lille, etc. Donc l'idée, c'est de multiplier comme ça. Il y avait tout un travail, vous vous souvenez, dans le premier temps de la concertation, qui était les franges, c'est-à-dire retourner, passer de franges
la première façade, c'est-à-dire retourner la ville sur ce secteur. C'est un travail en soi qui est l'accroche paysagère. Est-ce que ça aboutira à des modifications de périmètre? Vraiment, c'est trop. En tous les cas, on a bien vu l'importance pour les communes qui le demandent d'ailleurs, hein, qui sont porteurs, d'avoir des documents guides pour penser ce développement-là et les connexions. Et après, on verra le périmètre opérationnel. On est encore loin du débat du périmètre opérationnel. Mais en tous les cas, il y a un secteur d'études qui prend les accroches paysagères bien plus larges que ce que vous avez vu sur le... Mais qui existe aussi peut-être, David avait fait exister en petits pointillés blancs autour du périmètre coloré. Enfin bon, voilà, pour les gens passionnés de cartographie. De nouvelles questions sur la plateforme et après on vous passera la parole. Donc il y a une nouvelle question sur le patrimoine. Donc, comment on valorise le patrimoine historique oublié et l'eau sur ce secteur, qui sont deux thématiques peu abordées dans la restitution, notamment les anciens remparts, les bras de la Deule, sachant que les plantations d'arbres, très louables à cet endroit, paraissent quand même difficilement compatibles avec la visibilité des ouvrages historiques. L'eau à Lille est un vrai sujet d'actualité au-delà de la zone humide, très localisée. Elle semble un peu absente des grandes thématiques. Quelle vision d'ensemble dans la couronne verte de Lille? Pour la première question, il y en aura une autre. Je vais peut-être répondre brièvement sous contrôle d'Olivier, parce que vraiment, voilà. Oui, donc Olivier le disait tout à l'heure, hein, c'est la création de 3 écosystèmes et le ruban des remparts, dans le patrimoine, dans le dur du patrimoine, c'est l'écosystème forestier. Bon, voilà. Donc, ça n'est pas si évident que ça, oui, bien sûr. Et donc, ça fait partie des choses à travailler, ben, bon, on le voit. Sur l'eau, la question de l'eau, 20 000 arbres, ça pompe, enfin 20 000 arbres, ça demande un petit peu d'eau. Et ce qui est fondateur, enfin en tous les cas l'eau dans le projet de terre, mais Olivier arrive donc il y répondra mieux que moi, c'est d'utiliser l'eau pour créer des milieux humides et renforcer la présence de milieux humides qui sont alors là en termes de biodiversité le grand enjeu de demain. Donc l'eau qui est existante, on va la laisser, hein, voilà, mais on va se servir et notamment on étudie aujourd'hui la possibilité, je ne sais pas que ce sera possible, on étudie la possibilité d'utiliser les eaux d'Exor, hein, donc les eaux claires voilà, qui sont renvoyées à la Deule aujourd'hui, pour, pour alimenter en eau le temps qu'ils poussent les arbres qui ensuite nous protégeront des canicules futures. Voilà. Oui, je vais revenir sur la question du patrimoine et de la mémoire, et notamment des fortifications. Donc, non, le ruban des fortifications, c'est clair, c'est le ruban qui va permettre de révéler les fortifications. Donc, l'idée aussi, c'est de reprendre en partie l'étude qui a été faite initialement il y a quelques années par l'architecte Prost, donc l'architecte du patrimoine, une très belle étude sur les fortifications en gros de la citadelle jusqu'à l'avenue du peuple belge. Au-delà, d'ailleurs, il n'y a pas de problématique aussi complexe. Mais l'idée, c'est ça, c'est que finalement, de proposer une intervention pour conserver et pour améliorer la situation d'une partie de fortification et même révéler notamment des redoutes qui aujourd'hui, au moins une, qui aujourd'hui a disparu, pour comprendre l'ensemble de ce dispositif. Après, il y a un conflit potentiel, donc il y a un risque d'arbitrage. Je prends le jardin écologique, qui lui est en lieu et place finalement du canal de la Tortue. Et c'est vrai qu'un jardin écologique qui effectivement est clos et peu entretenu, à la fin, ça dégrade finalement toute l'histoire qui est liée aux fortifications. Mais en même temps, c'est très riche de point de vue de la biodiversité. Donc, on voit bien qu'intervenir, à un moment donné, il y a des superpositions historiques assez conséquentes. D'un côté, la nature qui reprend ses droits, et de l'autre côté, une histoire fondatrice pour l'île. Ça nécessite des discussions, des négociations, des arbitrages, qui pour l'instant ne sont pas faits. Mais donc, il y a les parties des fortifications visibles, entretenues, d'autres qui peuvent être révélées, le long de ce ruban de fortification, d'autres qui posent question parce qu'il y a une riche biodiversité. Voilà, mais c'est bien, l'idée, c'est bien le ruban des fortifications du côté de l'île, c'est bien de révéler les fortifications dans un dispositif paysager autour d'une étendue plutôt de dominance forestière,
même si on la maintiendra, à distance des fortifications. Voilà. Et le carrière d'Ortul, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'eau, quasiment pas. Donc, il y a une question sur comment on réalimente, etc. Donc, tout ça est encore en complète gestation. Il y a encore des arbitrages à faire. Mais c'est très clair que la révélation de l'histoire des fortifications est un des éléments centraux du projet. Il y a une question sur la plateforme. Du coup, la question sur la plateforme, c'est une question sur le programme ECO, pour savoir s'il y a déjà une date pour la construction de ce programme en face du Zénith. Donc le programme ECO. Non, il y a... c'est au-delà du temps de restitution, mais non, il n'y a pas de date de ce programme qui n'a pas encore déposé un permis par ailleurs. Alors, je vais répondre, même si ça n'a rien à voir avec notre temps de restitution. Donc, le programme ECO est un programme de bureaux et de tourné sur les loisirs, mixte, hein, bureaux, loisirs, avec moult terrasses végétalisées, pour ceux qui ne le savent pas, qui se construit à proximité du Zénith, qui n'a pas encore déposé de permis de construire. Donc, non, il n'y a pas de date de construction de ce projet. Voilà, encore aujourd'hui annoncé. Je ne peux pas m'engager. Moi, c'est une question par rapport à la temporalité. Donc, ce projet, comme vous l'avez dit, les délais sont quand même assez éloignés. À l'échelle d'habitants, ça paraît quand même très lointain. Est-ce que dans la mission de terre, il y a évidemment le plan guide, mais est-ce qu'il y a aussi donc un travail de processus de gestion des espaces en attendant que les choses se fassent, pour qu'il y ait des mises en usage qui puissent se faire dès maintenant, s'il y aura éventuellement les conventions d'occupation temporaire ou je ne sais quoi, mais d'éviter à tout prix ce qui se passe, excusez-moi un petit peu sur Saint-Sauveur, c'est-à-dire des espaces qui sont en attente, vacants, dégradés, etc. Alors qu'on pourrait dès aujourd'hui faire plein de choses pour pas cher. Écoutez, madame, vraiment merci de votre question. Je souris parce que vous voyez la tête décomposée de l'agence Terre, parce qu'en même temps qu'on les mécharrette et je vois les élus sourire, aujourd'hui, dans l'équipe Terre, ils ont plusieurs dossiers qui, à chaque fois, je leur dis, c'est aussi important, le deuxième est aussi important que le premier. Le premier, c'est le plan guide. Le plan guide, c'est une vision à terme, voilà, de ce que ce sera. Le deuxième, c'est les accroches paysagères, parce que les villes, elles continuent d'exister, elles ne vont pas tout arrêter le temps qu'on se bouge, donc les accroches paysagères pour bien réinterculer. Le troisième, c'est le phasage, et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc avec une grande idée, ça serait bien que tous les 2 ans, on livre ou une continuité, ou quelque chose, qu'on augmente, enfin, qu'on ait des items. Donc donc ils sont un peu débordés, là, parce que et on les alimente dans la concertation, mais oui, c'est un dossier aussi important. Le phasage de cette opération est vraiment important. Enfin, c'est un projet qui est quand même lié à celui du SDIT. Nous, ce qu'on s'efforce de travailler, voilà, à la demande des collectivités, hein, qui aussi en tête qu'on ne va pas attendre 10 ans que le tram soit terminé pour se bouger, c'est d'essayer d'autonomiser chaque partie. On se dit, mais est-ce qu'on a vraiment besoin du tram pour faire tel ruban ou telle portion de ruban, etc., pour donner, voilà, pour continuer d'alimenter le projet et pour donner, de restituer aux métropolitains des espaces voilà, où on respire, on s'épanouit, on se meut différemment, enfin les items qui ont été repris dans la concertation. Donc oui, je vous remercie parce que c'est essentiel là sur un projet comme ça, aussi lié à la mutation des infrastructures, à la question du phasage, elle est essentielle. Merci. Moi, j'aurais 2 questions, une pour l'atelier POA et l'autre pour du coup la SPL. La première question, c'était, vous avez mentionné au début que vous avez fait un travail pour qu'il y ait une parité de genre. Je voulais savoir s'il y avait un même travail qui avait été fait pour d'autres types de mixité, parce que quand on regarde dans la pièce, on se voit qu'au niveau de la moyenne d'âge, il y a quand même, peut-être pas un problème, mais en tout cas des caractéristiques. Et même pour être un peu plus provocateur, je pense que si on regarde le salaire moyen, ça doit être plus ou moins pareil. Voilà. Et la deuxième question, c'est du coup, je pose les 2 questions en même temps si ça vous va. Au niveau de la SPL,
est-ce que enfin, quelle garantie, et si vous avez des garanties, que dans 10, 15, 30 ans, est-ce que enfin, tout ce qui est les promoteurs, etc., vont se satisfaire des zones de développement autour de market, etc., ou est-ce qu'il y a un risque que la pression foncière soit telle que vous revoyez le plan guide qui est construit aujourd'hui en prévoyant peut-être plus de construction et qu'en fait, dans 30 ans, ce projet vert soit plus du tout vert? Voilà. Je réponds sur la question de la TVPOA. Dans l'île, effectivement, on avait les informations sur les tranches d'âge pour les permanences, mais on les a pas demandées lors des ateliers. Mais effectivement, en faisant la restitution, on s'est dit que c'était une information qui nous manquait un peu pour pouvoir donner un portrait un peu représentatif aussi des personnes qui ont contribué. Donc voilà, pour la prochaine fois, on saura qu'il faut demander. On a toujours un peu du mal à demander l'âge des gens, mais effectivement, c'est important. Alors, sur la deuxième question qui est compliquée, d'abord, c'est un projet politique. Je veux dire, la SPL, là, nous, on est un outil d'aménagement. Donc, les élus nous disent voilà ce qu'on veut faire, ils vont le faire. Voilà. Donc, c'est une question à poser à vos politiques dans 30 ans. Voilà. Il y a une chose qui est sûre, qui va s'imposer à tout le monde, c'est que la terre est rare. Voilà. Et qu'à un moment donné, oui, plus le foncier est rare, plus la pression des promoteurs elle est importante. Sauf que, si je voulais avoir une petite note d'optimisme, c'est quand même les administrés qui votent. Hein, voilà. Et que la demande, je note que les contributions sur respirer, s'épanouir, mais aussi se loger, la question du logement, elle est vraiment extrêmement importante aujourd'hui. Hein, voilà. Voilà, il y a des arbitrages à faire. Dans 30 ans, vous savez, on a déjà du mal à avoir la ville à 10 ans. Quand je disais tout à l'heure, l'accélération des changements culturels, c'est inouï. Là. Pour moi qui ai fait plein de projets urbains, non, je ne sais pas vous répondre à 30 ans. Voilà. Je sais, mais peut-être qu'on sera moins nombreux, donc peut-être qu'il y aura moins de pression aussi. Regardez le taux de natalité qui baisse. Enfin, j'en sais trop rien. En tous les cas, moi, je travaille avec les équipes aujourd'hui et la thématique respirer, se mouvoir autrement, etc., est celle qu'ils ont retenue. Bon, voilà. Après, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais trop rien, quoi. Mais je ne crois pas que ça changera beaucoup. Au contraire, les difficultés climatiques augmentant, parce qu'à l'échelle de la planète, ça va augmenter, je pense que la demande des administrés sera née variature par rapport et peut-être même encore plus forte que ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais je suis un peu optimiste là. C'est qui est rarement le cas. Juste pour compléter, mais très rapidement, je pense que l'ambition politique, elle est partagée. Hein, donc l'idée, c'est vraiment de constituer ces corridors de nature écologique, de rallye à la ville, en intégrant les dimensions de mobilité, hein, telles qu'on vous l'a dit, hein, tramway, vélo, etc. Et en intégrant aussi, je dirais, les connexions, les développements autour sans désimperméabiliser. Hein, globalement, c'est ça les grands principes hein, aujourd'hui. Donc, c'est de gagner hein, sur la désimperméabilisation à l'échelle de ce site. Tout ça, ça va être inscrit à un moment donné, à partir du plan Guy, dans ce qu'on appelle des documents d'urbanisme. Et des documents d'urbanisme qui vont stabiliser pour une durée importante. En général, c'est une dizaine d'années, puis après on les révise, etc. Mais bon, je pense aussi qu'à partir du moment où tous ces éléments vont être stabilisés, délibérés, etc., ça nous permet en tout cas à la visibilité que j'ai, qui est d'une dizaine d'années, de dire voilà, c'est ce qu'on inscrit, comme volonté et c'est ce qu'on garantit aussi pour la suite. Voilà. Donc, sachez aussi qu'on a une vraie volonté de réguler hein, la ville et de donner plus de place à la nature. Vous savez par exemple que dans le plan local d'urbanisme 3, hein, on a la métropole européenne de Lille, ont été inscrits hein, des nouveaux espaces de nature en ville protégés à travers des coefficients de biotope par surface, à travers des espaces réservés à l'intérieur de cœurs d'îlots qui ne sont plus constructibles alors qu'ils pouvaient l'être jusqu'au plus 2, etc., etc., que tout ça est bien stabilisé dans des schémas, dans des plans. Et là, voilà, c'est la réponse qu'on peut vous donner.
Excusez-moi, oui. Effectivement, on ne peut être que content de voir des objectifs comme ceux qui sont affichés aujourd'hui dans ce périmètre, donc qui est la couronne verte. On ne peut qu'applaudir à ça. Par contre, ce qui se passe dans les franges, on comprend que ça a été souvent évoqué. Et par exemple, moi j'ai été stupéfaite de voir que sur le terrain de l'ancienne communauté urbaine, 60 000 m² de bureaux vont être construits. Donc, si vous voulez, d'un côté, on est très content que ça se passe là, on ne regarde pas ailleurs, mais si on regarde les franges, on aimerait aussi pouvoir être consulté, concerté, moi je suis déconcerté de voir des programmes tels que cela. Oui, il y a toujours eu, dans chaque atelier, on a eu des remarques sur les coups partis. Voilà. Écoutez, les coups partis, par définition, sont partis, quoi. Je veux dire, voilà, ce que je peux en dire, notre rayon, on ne démontera pas. Et d'ailleurs, chaque grand coup parti a fait l'objet de concertation, c'est obligatoire, normalement, voilà. Nous, notre projet, c'est... on peut regretter qu'il y ait eu ces coups partis, vous le regrettez, etc. Bon, voilà. C'est aussi quelquefois des facteurs de développement de la métropole. Le projet en tient compte, enfin, ne les nie pas. Bon, voilà. C'est pas une concertation qui permet de revenir sur des projets qui eux-mêmes ont été concertés. J'entends votre remarque. Merci. Il y a une question que j'ai posée aux 3 ateliers où je suis venue. C'était comment faire pour qu'il y ait une appropriation réellement de tous les habitants de la métropole de ce projet-là. Et c'est une question que j'ai posée et je crois qu'il y avait assez peu de réponses par rapport à ça. Donc je me dis que c'est un sujet qui est sans doute en dehors de cette concertation qui va mener au plan guide de la zone concernée. Mais pour autant, puisqu'il y a des élus ici des villes, et puis que M. Legrand a parlé aussi en entrée, je pense que c'est un travail qui est à faire. Voilà. Et là, j'ai aussi, au-delà d'habiter la Madeleine, je suis présidente du conseil de développement, et je pense que voilà, ça peut être un des lieux pour parler de ça. Alors, sachez qu'on parle dès que quelqu'un nous demande de venir présenter, voilà. Là, il n'y avait pas beaucoup de choses, enfin, c'est en tous les cas les grands principes, la démarche, etc. Mais on l'a fait, on l'a fait. Donc, le conseil de développement nous demande, on va le présenter. Il y a évidemment une communication institutionnelle mail là-dessus. C'est aussi repris dans les journaux des villes concernées, enfin, bon, abondamment. Il y a en ligne, vous voyez, on a ouvert en ligne les temps de restitution, etc. Bon, il va certainement se mettre en place un grand plan de communication. Après, c'est toujours compliqué. Toutes les bonnes idées, on n'a pas la science infuse, toutes les bonnes idées, on les prend pour diffuser au maximum l'information, quoi. Ça, oui, bien sûr. C'est 3 remarques. Alors, enfin, 4. L'appropriation, c'est très difficile. Dans une ville comme Lambersart, c'est difficile de motiver tous les Lambersartois. Chacun s'intéresse à ce qui se passe à côté de chez lui et découvre très tardivement ce qui se passe dans la ville. Donc, à l'échelle de la même, c'est un sujet dont vous pouvez vous emparer parce que c'est compliqué. Donc, moi, j'ai trois remarques. Une en tant que citoyen, j'étais très heureux de découvrir ce sujet, très heureux d'entendre la restitution des nombreuses réunions qui ont eu lieu. Très heureux, pourquoi? Parce que globalement, dans ce qui se dit, ça va dans le sens que le citoyen que je suis souhaite défendre. Donc voilà, on sent bien quelque chose de beau, de bien, d'agréable, de vivable. On sent bien qu'on prend cette direction-là. Deux remarques en tant que maire. D'abord, c'est du temps long, c'est du temps très long, on est bien d'accord, mais je dois dire ici qu'il y a une dynamique qui est vraiment très entretenue par la SPL. Vraiment, il y a des réunions, à chaque fois qu'on sort d'une réunion, il y en a une, enfin il y a des dates, et donc cette dynamique est là. Après, le temps long, on sait qu'on ne va pas pouvoir l'abréger,
mais la dynamique est entretenue. Et je dois dire que ce n'est pas toujours le cas dans d'autres instances. Voilà. Donc point positif, très positif sur cette dynamique. La troisième remarque, là pour le coup, va casser l'ambiance, c'est que là nous sommes face à une feuille blanche, enfin pas complètement blanche, il y a des invariants, il y a des obligations, mais on peut créer, on peut imaginer, on peut rêver. Depuis que je suis élu, depuis 4 ans maintenant, je me suis rendu compte que le rêve se confrontait à une réalité implacable qui est l'argent, le coût. Et on est obligé, sur un projet comme celui-là, il va y avoir des dépenses, il faut qu'il y ait des recettes. Alors on peut, quand on voit ça de très loin, se dire que l'argent tombe du ciel. On peut se dire que, comme c'est très important, il faut vraiment que l'argent qu'on mettait dans un autre projet, on va arrêter l'autre projet et on va le mettre dans celui-là. On peut. Bon. En fait, il faut quand même à un moment qu'en face, il y ait des investisseurs, il y ait des gens qui ramènent de l'argent. Il faut admettre aujourd'hui que dans tout ce projet, pour des raisons de vivre ensemble, il ne faut pas une réserve d'Indiens, de vivre ensemble, pour la raison du tramway et pour ces raisons financières, eh bien, il va falloir aussi construire. On peut le regretter, mais cette réalité, elle va s'imposer à nous. Et donc, tout le travail qu'il y a à faire dans ces futures années, c'est comment on construit, qu'est-ce qu'on construit et avec quelle qualité on construit. Ça, bien sûr. Et là, je sais qu'on peut compter d'abord sur les élus qui participent à ce projet, mais aussi sur les citoyens là-dessus. Mais si on arrive en disant il faut absolument tout préserver et ne rien construire, je le dis clairement, on ne fera rien. Ce n'est pas possible. Financièrement, ça n'est pas possible. Donc voilà, je suis désolé de terminer sur... on a une belle séquence pleine d'utopie, pleine d'envie, pleine de désir et de conclure comme ça. Mais si on veut que ça se réalise, il faut en face qu'il y ait des moyens. Il faut aussi qu'on soit réaliste. Voilà, merci. Je vais revenir sur la question de l'appropriation. On a du temps long, parce qu'effectivement, il y a cette question. C'est un espace très complexe, connu par la majorité des personnes de la métropole comme étant une infrastructure routière, et par une partie des personnes, ponctuellement, parce qu'ils l'utilisent, parce qu'ils utilisent le jardin bio, parce qu'ils se promènent dans le jardin écologique, parce qu'ils pratiquent une partie des lieux, jamais comme un tout. À part les automobilistes, c'est rarement complètement. Donc la première question, c'est effectivement faire connaître. Et ça suppose qu'effectivement, faire connaître, il y a un suivi, c'est un projet dans le projet, un suivi sur le temps long, avec des outils pour cette connaissance finalement de la grande majorité des citoyens qui vont varier forcément avec eux. Faire connaître, évidemment, c'est faire exister. Comme on ne va pas tout faire exister en une seule fois, pour des raisons financières, pour des raisons de phasage, d'arrivée du tram, etc., de temps de démolition, financement d'infrastructures, autoroutières, etc., ça va mettre du temps. Et comme l'a expliqué Fabien Duez, il y a des choses qui peuvent exister assez rapidement, qui parfois sont effectivement là de simple, un entretien un peu plus attentif de certaines parties, une accessibilité. Voilà. Donc on n'est pas dans l'hypothèse d'un parc urbain dans une opération urbaine où on fait le parc d'un seul coup. C'est une montée en charge progressive de cet espace et qui a besoin, pour être compris dans sa finalité, d'un accompagnement très, très attentif. Voilà, je ne sais pas si je... Il y a d'autres questions.
voisin ici qui prétend que je suis mandataire parce qu'il y a des impératifs financiers. Je suppose que c'est un logement, n'est-ce pas? Comment résoudre ce besoin de logement? Premièrement, il y a le système HLM en France qui marche très bien. Deuxièmement, nous sommes en communauté urbaine, par conséquent, on peut bâtir en dehors des villes où il y a des problèmes de logement. La communauté urbaine, elle est faite pour ça. Voilà, moi j'estime qu'il faut sacraliser tout cet arc dès maintenant, en 2014. Et on n'y touche plus, et puis c'est sacralisé pour les générations futures. Un tout petit mot à ce sujet-là sur les logiques financières. Là, on a affaire à un projet, à une réflexion qui est éminemment métropolitain. Il est éminemment métropolitain d'abord parce qu'il touche une infrastructure qui dessert toute la métropole, et d'autre part, c'est un des rares projets en ce moment, hein, et depuis pas mal de temps, qui interpelle directement, mais directement, plusieurs communes. Ce qui n'était pas le cas, je vais presque dire, si on parle de Saint-Sauveur, ça avait peut-être une échelle métropolitaine, mais ça concernait, dans un premier temps, la ville de Lille, physiquement. Hein. Villeneuve-d'Ascq, la Haute-Borne, c'est pareil, ça ne concerne que la ville de... Même s'il y a une échelle métropolitaine, ça ne concerne que la ville de Villeneuve-d'Ascq. Ici, on a 4 communes. Ce qui me fait dire que l'échelle métropolitaine doit être essentielle dans le financement. Et si la métropole ne vient pas très fortement intervenir financièrement dans ce genre de projet, là, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus. Ça m'étonnerait que le strict recette financière du foncier vendu à des opérateurs puisse permettre un projet de cette envergure-là. Donc, ils doivent y contribuer, mais ils ne doivent pas être la raison d'être de construire, je veux dire, d'une manière très massive. Et je réponds partiellement au monsieur sur le logement social. Le logement social en ce moment ne fonctionne absolument pas. Le système est complètement bloqué. Non, le système est complètement bloqué. Il y a un vrai besoin de construction de logements. Et parce que le système ne marche pas. Il est bloqué. Les gens ne peuvent plus accéder au logement social. Et donc, il y a une nécessité de construire. Alors après, à quel endroit, ça c'est une autre affaire. Mais le système ne marche pas en ce moment, depuis quelques années. C'est affirmé. Tous les analystes. Sérieux. Nous n'allons pas partir sur un débat sur le logement social ce matin, à moins que vous pouvez le garder après, après que nous ayons conclu cette séance, je pense, en mode débat individuel, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si on peut conclure la séance. Ah, juste, il semble que quelqu'un dans la salle ait perdu cette clé au sein de la sécurité. Ça parle à quelqu'un. Il y a des gens qui vont être à la porte là, oui, c'est embêtant. Non, moi je suis. Oh, bah, moi, je ne suis pas de faire ça. Autre question pratico-pratique, est-ce que tout le monde a rempli la feuille de présence qui est ici? Sinon, n'hésitez pas à venir la remplir ici. Et si ça va à tout le monde, je pense qu'on va conclure. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot. Oui, non. Moi, j'en dis juste un et après, je vous passe la parole. Merci à toutes et à toutes pour votre participation aujourd'hui et tout au long du processus, pour toutes les têtes qu'on a vues régulièrement. Et puis, on espère qu'il y aura d'autres... qu'il y aura un suivi pour la suite et qu'on vous reverra. Oui, et on fera appel à pouvoir. Simplement dire, on pourrait être en train d'analyser ce qui est en ligne. Je n'ai pas d'indication de leur part aujourd'hui. Est-ce que c'est différent? Je ne pense pas. Je ne sais pas si ça va venir augmenter ou bouger certains chiffres de pourcentage, machin, etc.
Mais n'oubliez pas d'aller voir sur la plateforme de la MEL régulièrement quand on aura tiré le bilan et l'ensemble des documents. Moi, j'étais vraiment, je le dis, j'étais vraiment contente de ce temps d'échange dans les ateliers, de voir que se constitue un petit noyau dur, là, qui allait d'atelier en atelier maintenant à la concertation. C'est un noyau que je vais essayer de prendre pour en faire des ambassadeurs après du projet, sous réserve que le projet leur satisfait. Voilà. Ben, merci de votre écoute, merci de votre participation. Bonne journée. Et distribuez les journaux autour de vous. Voilà, c'est de la communication. C'est bien. Ouais, ça t'a plu? Ouais, c'était bien. Je l'ai pris parce que c'est lui qui fait voir.